Bon, donc le film que vous allez voir est, on peut dire, un chef-d'œuvre. C'est donc un film d'Henri Decoing. Henri Decoing fait partie de ces cinéastes que la Nouvelle Vague a associés au terme ironiquement dévalorisant de qualité française, hein, et qui est en fait un des cinéastes les plus prolifiques et les plus remarquables de la période classique, on va dire. Il commence dans les années 30. Il a tourné énormément de films avec Danielle Darrieux, dont il a été le premier mari. Il avait 25 ans de plus qu'elle, grand classique. Ce film est également avec Danielle Darrieux, mais après-guerre, alors qu'ils sont plus ensemble, mais ils tournent encore ensemble. Et c'est un film remarquable à beaucoup d'égards. D'abord, c'est un film de star, puisqu'il y a Gabin, il date de 52, hein. Il y a Gabin, il y a Darrieux, il y a Simenon, puisque c'est d'après un roman de Simenon, un roman psychologique de Simenon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'adaptation va considérablement modifier le sens de cette histoire. Et en particulier, dans le roman de Simenon, c'est l'histoire d'un mariage mal assorti entre un homme gentil, mais bon, on va dire pas très fin, quoi, et une femme qui a été traumatisée dans son enfance par une scène sexuelle auquel elle a assisté, et qui donc nous laisse entendre le roman, disons, un mauvais rapport à son corps, on va dire. Bon. Et donc, le couple est mal assorti, ils sont mal mariés, et leur couple se dégrade de telle manière qu'à un moment, donc... ah oui, mais je ne vais pas spoiler parce que je vais me faire engueuler. Bon, alors je ne spoil pas, mais ce qui est intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles le couple va de mal en pis, hein, jusqu'au pire, sont complètement réinventées par l'adaptation. Et l'adaptation, en fait, est on peut dire, une histoire originale, de ce point de vue-là, sur... on en parlait tout à l'heure à propos du film de Jacqueline Audry, sur la manière dont la société patriarcale assigne aux hommes et aux femmes des places et des rôles qui sont des tue-l'amour. Hein, c'est-à-dire que, et en particulier dans les hautes sphères de la bourgeoisie, où l'histoire se passe. Et donc c'est pas du tout un film manichéen, c'est un film au contraire qui essaie de nous faire comprendre qu'est-ce qui fait que dans le mariage patriarcal tel qu'il est pratiqué par la grande bourgeoisie de cette époque, des êtres humains sincèrement désireux d'être heureux, ne peuvent pas le supporter, ne peuvent pas trouver leur place dans cette institution. Donc c'est une critique extrêmement radicale de l'institution du mariage bourgeois. Hein. Et donc c'est de cette manière-là que je vous suggère de regarder le film dont nous parlerons. Mais dans cette période 45-54, il a joué toute une série de figures de patriarches en crise, qui visiblement n'ont pas rencontré un grand succès public. Alors, par exemple, La vérité sur Bébé d'Onge, c'est un film qui a fait un succès très moyen par rapport justement aux stars qui étaient à l'affiche. On est vraiment dans une phase de réinstauration des valeurs patriarcales, et c'est un film qui dit que c'est invivable, les normes patriarcales. Donc il va complètement à l'encontre du consensus.
Et en plus, à une période où la figure dominante, c'est une figure de garce qui exerce son charme et son énergie pour détruire les hommes, comme Simone Signoret dans Manège, par exemple, mais il y en a eu une kyrielle d'autres. C'est un film qui va exactement à l'encontre de ce schéma dominant, puisque, en fait, il nous raconte comment une femme qui a empoisonné son mari a eu raison de le faire. D'un point de vue moral, presque, on pourrait dire. Il justifie moralement le geste d'une criminelle, d'une femme qui empoisonne son mari. Bon, donc c'est extrêmement provocateur dans la France de 1952. C'est la grande période de Bernard Blier, qui joue en Français moyen, victime des femmes. Et donc, par exemple, Signoret, elle n'est pas la seule. Darieux va aussi jouer des rôles comme ça, de femmes intelligentes, brillantes, fascinantes, qui utilisent toutes ces qualités pour jeter sur son dévolu sur des hommes qui n'en veulent mais. Bon, donc le film va complètement à l'encontre de ce schéma qu'on peut appeler un schéma paranoïaque, c'est-à-dire un schéma qui s'est construit au retour de la guerre. C'est un schéma, un fantasme masculin, si vous voulez. Le cinéma propose toute une série de figures de femmes qui mobilisent leur énergie pour détruire les hommes. Autrement dit, les figures féminines qui, pendant l'occupation, sont nombreuses et des figures extrêmement positives de femmes qui prennent en main le destin de la communauté, en général avec générosité, courage et détermination. À la Libération, cette figure-là, en quelque sorte, s'inverse et devient une figure où les femmes intelligentes, déterminées, etc., deviennent un danger pour les hommes. Et donc, La vérité sur les Bédonges est un des très rares films à prendre complètement le contre-pied de ce schéma-là. Et là, on peut dire, en revanche, que ce qui est pointé du doigt, c'est le cynisme de la grande bourgeoisie, ce qu'on appellerait aujourd'hui le workaholisme, c'est-à-dire le fait que les hommes n'ont qu'une passion dans la vie, c'est leur réussite professionnelle, que le reste ils s'en foutent complètement, qu'ils ont un rapport aux femmes qui est totalement instrumentalisé, c'est-à-dire les femmes sont là pour leur procurer de menus plaisirs et sinon elles peuvent fermer leur gueule, et les épouses sont là pour s'occuper des enfants, basta. Bon. Donc ce système extrêmement cynique et inhumain, à vrai dire, et inhumain, me semble-t-il, est vraiment décrit tel que dans ce film, en plus avec un aspect très brillant dans la mise en scène, dans le découpage, dans le montage, dans les dialogues, etc., qui est une caractéristique du cinéma français de qualité de cette époque-là. Mais cette vision critique de la grande bourgeoisie, elle est tout à fait exceptionnelle. Et elle est d'autant plus exceptionnelle que la dimension masculine de cette domination est clairement indiquée. Et ça, c'est vraiment... On le trouve quasiment que dans ce film-là, quoi. Donc, on comprend pourquoi le film n'a pas eu de succès. C'est qu'il était vraiment trop dérangeant. Donner raison à une femme d'assassiner son mari parce qu'elle n'en peut plus de la domination patriarcale, je veux dire, en France en 1952, c'est de la provocation, quoi. Pas comme si elle avait pu divorcer tranquille, etc. Non. On pose la question en termes, on pourrait presque dire métaphysique, ça serait un peu excessif, mais en termes de raison de vivre. C'est-à-dire que si c'est ça, la vie, ben non, autant y mettre fin, parce que ça n'a aucun sens. Cette vie-là n'a aucun sens. Donc, cette façon de prendre au sérieux un personnage féminin, de le donner une stature de conscience de l'humanité, en quelque sorte, bon, c'est absolument exceptionnel, et même aujourd'hui, quoi. Alors, ce qu'il y a aussi d'extrêmement audacieux dans ce film, c'est tout ce qui a à voir avec la maternité.
je ne sais pas si vous imaginez l'impact que peut avoir une scène comme celle qu'on voit là, où d'abord la violence enfin je parle de la scène hein, où elle lui dit bon ben puisqu'on est foutu, fais-moi un enfant. L'idée que la maternité c'est ce que font les femmes quand elles n'ont plus aucun espoir d'avoir une relation digne de ce nom avec leur mari. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'était pas vraiment l'idéologie dominante hein, dans la France de l'époque. Et on ne voit jamais l'enfant. Hein. Ah non, on ne le voit jamais, et c'est tout à fait volontaire. C'est que il n'a aucune importance. Il est fait parce que, justement, en désespoir de cause. Hein. C'est presque un maillon de la chaîne d'une suite logique comme ça, mais qui n'a pas vraiment intérêt. Oui, mais enfin, dans un sens qui est justement complètement désespérant. Et alors, l'autre chose remarquable dans ce film, c'est la manière dont alors, ce qui est dit sur la sexualité, même si c'est moins explicite que dans Mine, quand même, toutes les notations autour de les différences d'investissement de lui et d'elle dans les relations sexuelles, dans les relations physiques, le fait que lui, bon, il pratique ça depuis fort longtemps et avec des objets extrêmement variés, hein, puisque ce ne sont que des objets, qui d'ailleurs les objets utiles, hein, puisque vous avez remarqué, il couche, parce que quand il ne couche pas avec sa secrétaire, ce qui est effectivement faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire, il couche avec des femmes d'affaires, donc c'est bon pour les affaires. Hein, c'est un type efficace. Et donc la différence de conception, enfin la différence de conception de ce que c'est qu'avoir une relation sexuelle, enfin faire l'amour avec quelqu'un entre ce que lui il y met et ce qu'elle elle y met, et donc on comprend très bien, même si c'est dans des termes moins explicites que dans le film de Jacqueline Audry, on comprend très bien pourquoi ça ne peut pas marcher entre eux. C'est que pour elle, ça fait partie d'une relation. Et pour lui, c'est un plaisir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une relation, c'est un plaisir. Et donc, il y a cette scène, là aussi assez crue, du lendemain d'une noce, hein, où elle lui dit « Oui, j'ai peur de t'avoir déçu. » Ben oui, c'est vraisemblable, mais il est vraisemblable aussi, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes, là, les critères ne sont pas les mêmes. Hein. Lui, il est effectivement dans une posture typique des bourgeois de cette époque, qui est déjà la posture des bourgeois du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a les femmes avec qui on peut faire des galipettes agréables, et puis il y a la bourgeoise qu'il faut engrosser régulièrement pour avoir des héritiers. Hein. Et celle-là, il vaut mieux qu'elle n'éprouve pas de plaisir, parce que sinon elle pourrait aller voir ailleurs. Si elle savait que ça peut donner du plaisir, ces trucs-là. Hein. Donc il y a tout ce cynisme de la bourgeoisie du XIXe qui est assez explicite dans le film, et ça aussi c'est de la provocation. Parce qu'on est quand même dans une période où ces trucs-là ne se disent pas. Effectivement, le truc très très fort, c'est que ce film met en scène le point de vue d'un homme qui, à la suite d'une crise, donc, décide de se mettre à la place de sa femme. C'est-à-dire que le film rend compte du point de vue d'une femme à partir d'un homme qui a en quelque sorte... bascule. Voilà, exactement. Qui a basculé. Il a basculé. Et vous avez vu à la fin, il a complètement basculé. Il lui dit, ben écoute, oui, j'ai compris. Et maintenant, il faut qu'on recommence tout. Et je lui dis, mais mon pauvre ami, on ne recommence pas. Moi, je suis morte. Hein? Une histoire d'amour, ça ne se recommence pas. Au revoir, monsieur.
Et ce qui va m'intéresser là davantage, c'est la question de l'articulation des rapports de classe et des rapports de sexe. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune homme de la bonne bourgeoisie, qui en a tout à fait le look, qui, à Paris, ayant passé ses examens de droit, forcément, voit passer devant la brasserie du 17e arrondissement, forcément, où il a ses habitudes, une jeune fille qui correspond à ses fantasmes, qui sont bien entendu déterminés aussi par sa classe sociale, et qui a bien l'intention de l'aborder et d'essayer d'établir une relation avec elle, sauf qu'un jour elle disparaît, et ses plans sont à l'eau, et alors il erre comme une âme en peine à la recherche de cette jeune fille, ne sachant pas où elle habite, et en errant, tous les jours, enfin il a ses habitudes, il passe à la boulangerie s'acheter, je ne sais plus qu'est-ce qu'il mange à la boulangerie. Un sablé. Va pour le sablé. Et donc, tous les jours que le bon Dieu fait, il s'arrête dans cette boulangerie. Et comme il est, comme malgré tout, oisif, puisqu'il a passé ses examens, il reluque la boulangère. Représentative du corps féminin des milieux populaires que la jolie blonde est représentative du corps féminin des milieux bourgeois. Enfin, la matrice des 6 contes moraux, c'est un homme cherche une femme, et en cherchant une femme, il en rencontre une deuxième, qu'il va, alors Romer ne dit pas draguer évidemment, parce que c'est quelqu'un de distingué, mais qu'il va fréquenter en attendant de trouver la bonne. On ne sait jamais, il faudrait savoir. Il est clair que Romer les a choisis de manière tout à fait délibérée pour que les spectateurs soient immédiatement conscients du fait que d'un côté on a affaire à une fille de milieu populaire et de l'autre côté on a affaire à une fille de milieu bourgeois. Et autrement dit, ce que dit le film, qu'il le veuille ou non, c'est que les images, parce que en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il tombe amoureux d'une image. Hein, c'est un fantasme, cette fille, Sylvie. Hein. Il ne lui a jamais parlé, il ne sait pas du tout si... mais visiblement, ça lui suffit. Dans les films de la Nouvelle Vague, les filles du même milieu que les héros qui sont les alter ego des auteurs, sont en général des filles désirables, hein, du point de vue petit bourgeois, enfin petit ou grand bourgeois, qui est celui de ce cinéma-là. Mais pour autant, ce ne sont pas des êtres autonomes. Et elles sont objets de désir pour les héros masculins, mais pour le dire un peu crûment, les auteurs se foutent complètement de ce qui se passe dans la tête des filles. Hein. C'est pas du tout leur souci. Là, ce qui intéresse Romer, c'est ce qui se passe dans la tête du garçon. Et de toute façon, le mariage bourgeois est un rapport de domination. Et je dirais à la limite, ce qu'on demande aux filles, c'est de se soumettre avec bonne grâce, si possible, à la place qui leur est destinée, qui est une place, bien entendu, dominée. Hein, plus flatteuse que celle qu'on donne à la boulangère, mais tout aussi dominée. Qu'est-ce que c'est ce regard ? Anna Karina, donc, c'est une petite jeune fille danoise qui arrive à Paris à 17 ans sans parler un mot de français, et dont Godard, qui en a 33 ou 35 à l'époque, décide de faire d'abord donc son modèle, ensuite son épouse, et ça va durer jusqu'en 65, Pierrot le Fou. Quand il tourne avec Karina, Pierrot le Fou, ils sont déjà divorcés. Ce film qui prétend être un film sur la prostitution, bon, vous avez vu que sur la réalité de la prostitution, on voit quand même très peu de choses. C'est d'une pudeur délicieuse. Hein, une main sur un dos, une fille nue dans l'entrebâillement d'une porte,
C'est toujours ça de bon à prendre. Hein. En général, elles sont regardables, ces filles nues. Mais bien entendu, la réalité sordide de la prostitution, on n'entendra pas parler. Hein. On est à un niveau quand même un peu plus sublimé. Et en fait, Godard, dans ce film, comme il le fera de plus en plus, nous indique que sa liberté d'artiste l'autorise à faire que, quel que soit le sujet qu'il traite, c'est un pur prétexte pour nous offrir des variations de son imagination créatrice. Alors ça passe par la scène avec le philosophe Brice Parrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand j'étais jeune, ça m'impressionnait. Je dois dire que ça m'impressionne de moins en moins. Mais peut-être que je n'arrive plus à penser métaphysiquement, c'est possible aussi. Mais ce qui est, visiblement, ce qui l'a amusé dans cette scène, c'est de confronter la parfaite beauté de Anna Karina avec le visage, on va dire, raviné de Brice Parrain. Et puis, bien entendu aussi, ce film est une sorte de ce qu'on peut appeler du name dropping. Hein. Il y a Jean Ferrat qui vient écouter sa chanson, il y a Brice Parrain qui est à l'époque un philosophe assez connu. Donc on montre qu'on a des relations quand même. Hein. Et c'est pas parce qu'on parle d'une prostituée qu'on va pas avoir un philosophe. Hein. C'est même beaucoup plus drôle comme ça. Il y a évidemment le Jeanne d'Arc de Dreyer, qui est une indication de distinction, hein, aussi. Et puis, pour finir, Edgar Poe. Alors, Edgar Poe, je dirais que vous avez reconnu, je pense, vous êtes des gens cultivés, vous avez reconnu la voix de Godard. Bien sûr, c'est fait pour. Hein. Et donc, c'est Godard qui, à la fois, rend hommage à la femme aimée, et surtout se rend hommage à lui-même, hein, puisque, en l'occurrence, ce qu'il lit à Anna Karina avant de lui mettre une balle dans le corps, hein, deux même, c'est que le génie de son auguste mari est aussi son arrêt de mort. Et d'ailleurs, effectivement, quand Godard la quitte, elle aura beaucoup de mal à faire une carrière. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire d'une certaine manière, Godard l'a littéralement il l'a créé, mais il l'a aussi vampirisé. Et je dirais qu'il y a un côté à la fois lucide et provocateur dans cette lecture, puisque ce qu'il dit au fond à Karina, c'est sans moi, tu n'existes pas. Hein, tu n'existais pas avant, puis après, tu seras morte. Et puis la scène suivante, elle est morte. Exécution. Hein. Donc il y a un mélange de. Il y a un mélange on va dire, de cynisme, de provocation et de fétichisme dans le filmage du visage d'Anna Karina. Vous avez remarqué, ça c'est typique de la nouvelle, enfin c'est typique de Godard surtout, mais quand même aussi de la nouvelle vague. La femme aimée n'est jamais montrée nue. Hein, c'est les autres qui sont le bétail, hein, qu'on peut filmer nu, mais Anna Karina, elle ouvre à peine son petit chandail, hein, sur un petit soutien-gorge parfaitement virginal. Hein, c'est mignon comme tout. Et ça fait partie je dirais, de la bataille de ce cinéma-là contre le cinéma populaire de l'époque, que de ne pas montrer les femmes désirables déshabillées. Parce que le cinéma populaire, lui, il les montre. La grande actrice des années 50, enfin, les deux, c'est d'abord Martine Carole, hein, dont la spécialité était de montrer ses seins et ses fesses, et dans des films, par ailleurs, qui n'étaient pas du tout pornographiques. Et ensuite, il y a eu Brigitte Bardot, bien sûr, qui a pris la succession, en fait. Mais Godard, quand il filme Brigitte Bardot, il tourne en dérision justement cet érotisme facile du cinéma populaire en faisant cette fameuse scène, le prélude, hein, le prologue du film que vous connaissez sans doute, qui était en fait une exigence du producteur qui trouvait qu'il avait payé Bardot suffisamment cher pour qu'on la voie un peu plus à poil, et donc il a fait ce prologue où il
où Michel Piccoli, où elle dit à Michel Piccoli, qu'est-ce que tu aimes le plus, mes fesses, mes seins, hein. Donc fétichisme assumé, on va dire, mais surtout couleur bleue, verte, etc., qui fait que on ne peut pas vraiment prendre son pied quand on est un hétérosexuel normal. Hein. Voilà. Ouais, c'est une enquête sociologique, en fait. C'est-à-dire Godard s'est appuyé sur une enquête. Et donc, effectivement, hein, c'est une enquête qui date de l'époque. Sauf qu'évidemment, si vous avez remarqué, à ce moment-là, les images sont d'une pudeur admirable. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu sur le contrepoint entre l'image et le son fait que il peut en quelque sorte témoigner de son sérieux en citant ce rapport, hein, mais en même temps, il ne se sent absolument pas tenu au niveau de l'histoire qu'il raconte et des images qu'il montre de documenter cette enquête. Les images ont une espèce de valeur poétique. Je ne sais pas si vous avez vu, en particulier, à un moment, il dit la prostituée est tenue d'accepter tous les clients, celui-ci, celui-là, et à l'image, on ne les a pas. Hein. Ça, c'est chic. On a une espèce de peinture abstraite avec un cintre et puis la moitié d'un dos parfait, bien sûr. Aux États-Unis, l'analyse critique des films, en particulier à partir de ce qu'on appelle les identités et les rapports de sexe, est quelque chose d'extrêmement pratiqué, parce qu'en fait, ça a été inventé dans les années 70 par une chercheuse britannique qui a analysé de manière assez géniale la façon dont le cinéma hollywoodien construisait le corps féminin sur un mode fétichiste et morcelé à destination du regard masculin qui était à la fois celui des personnages dans la fiction, celui de l'auteur derrière la caméra et celui du spectateur dans la salle. Et donc, elle a montré comment le dispositif narratif hollywoodien était complètement construit sur l'asymétrie entre les images d'hommes et les images de femmes. L'asymétrie double, c'est-à-dire on ne filme pas les femmes comme on filme les hommes, les femmes on les filme comme des fétiches, et les hommes on les filme dans l'action, y compris l'action de voir, l'action de faire, mais aussi l'action de voir, l'action de désirer, alors que les femmes, on les filme comme des objets du désir, de l'action, etc. Bon, cette analyse, elle a été initiée en 1975 par Laura Mulvey, qui est une chercheuse britannique, toujours en vie d'ailleurs. Et depuis, les Britanniques et les Américains ont produit des milliers d'analyses de ce type. Depuis la fin des années 70, les femmes ont commencé à faire des films, grâce au mouvement féministe d'ailleurs, hein, qui leur a mis en quelque sorte la main à la caméra. Et depuis les années 90, 20% des films sont réalisés par des femmes. Alors, je ne suis pas du tout une partisane de l'écriture féminine, hein, ce n'est pas mon truc du tout. Mais de manière très pragmatique, ce que je constate, c'est que les femmes cinéastes proposent des histoires, font jouer des actrices qui sont pas du tout les mêmes que ce que font les cinéastes masculins. C'est-à-dire qu'en général, d'abord, il y a beaucoup plus d'histoires dont les femmes sont le noyau principal, et surtout, les films racontent des histoires de femmes ordinaires, comme vous et moi, et non pas de fantasmes masculins. Et très souvent, les réalisatrices font jouer des femmes qui ont leur âge, et donc 40, 50, 60 ans, hein, ce qui n'arrivait pas avant. Quand il n'y avait que des hommes qui faisaient du cinéma, les actrices, après 30 ans, c'était terminé, elles jouaient les belles-mères abusives, point barre. Hein. Et donc maintenant, vous avez Catherine Deneuve qui continue à jouer des rôles d'amoureuse à 60 ans, bien tassée, hein, 70 même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une grande victoire déjà, hein, bien sûr.
Après, les femmes réalisatrices ne vivent pas dans le ciel des idées, elles sont sous la pression d'un système qui a un modèle, qui vit selon un modèle masculin, et si elles veulent se faire accepter par le milieu, et donc avoir des budgets, elles n'accèdent pas au gros budget, mais si elles veulent avoir même des moyens budgets, ou même des petits budgets, elles n'ont pas intérêt à sortir leur drapeau féministe, pas du tout. Et d'ailleurs, elles l'ont très bien compris, la caractéristique des femmes cinéastes françaises, c'est qu'elles commencent toutes leurs phrases en disant « je ne suis pas féministe », pour se protéger. Parce que l'épée de Damoclès est toujours là. Et bon, alors, ça a une conséquence, effectivement, c'est que beaucoup de films faits par des femmes ne sont pas des brûlots, sont même souvent assez complaisants par rapport aux rapports sociaux de sexe dominants. Mais quand même, il y a eu vraiment un changement depuis les années 90, et on peut même dire que en montrant, par exemple dans la décennie 2000, il y a 26 films de réalisatrices qui ont fait plus d'1 million d'entrées. Alors que dans la décennie précédente, je crois qu'il y en avait 5 ou 6. Donc, non seulement elles ont accédé à la réalisation, mais elles ont fait leur preuve en ce sens qu'elles ont montré qu'elles étaient capables de faire des films, sinon rentables, tout au moins accessibles à un large public. Et même si la critique méprise ça, l'industrie ne méprise pas complètement ça, et donc elles peuvent faire des carrières, du coup. Et je dirais que aussi, à force de montrer que les actrices de 40 ans et 50 ans sont intéressantes à filmer, elles ont aussi exercé involontairement une certaine influence. Si vous regardez les grands succès publics, les fameux grosses machines, là, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, vous remarquez que c'est un monde d'hommes. Exclusivement d'hommes. Même quand on parle de choses dont on sait que dans la société, c'est les femmes qui s'en occupent. Par exemple, s'occuper des handicapés. Eh bien, au cinéma, c'est les hommes. Génial. Dommage que ça ne change pas la réalité. Mais ce que ça veut dire, c'est que le cinéma populaire continue, qui est fait par des hommes, parce que seuls les hommes ont accès à des très gros budgets, les hommes cinéastes continuent à penser un monde qui est totalement organisé autour des hommes. Et donc, quand il y a des personnages féminins, ils sont toujours secondaires, et ce sont des objets, alors des instruments ou des objets. Dans le cinéma d'auteur, c'est un peu différent. Il y a beaucoup plus de personnages féminins, mais les personnages féminins ne sont pas construits comme des sujets. Ce sont les partenaires des sujets masculins. Voilà. Donc c'est plus subtil comme forme de domination, mais c'est quand même en gros ça. Voilà où on en est aujourd'hui. Oui, alors c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Simplement, il faut préciser que le métier de scénariste est le plus mal payé. C'est ce qui facilite l'arrivée des femmes, évidemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des cinéastes français sont leurs propres scénaristes. C'est qu'ils ne trouvent pas de scénaristes qui acceptent d'être payés aussi mal, sauf apparemment des femmes. Hein. Mais bon, c'est important quand même, hein, mais voilà, restons dialectiques.